C'était tellement bancal que j'avais l'impression de regarder un singe monter un meuble Ikea. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo et une toute nouvelle review. Bienvenue ou re-bienvenue, moi c'est Besma. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu à la miniature, on va parler de Mad Majesty de Delinda Dane. Et avant de commencer, dans la description, il y aura un lien qui vous dirigera vers des cagnottes palestiniennes. N'hésitez pas à partager, parler et donner si vous le pouvez. Peut-être même les trois en même temps. Ne restez pas silencieux. Chaque geste compte. Disclaimer, cette vidéo n'est ni pour l'auteur, ni les amis de l'auteur, ni la famille de l'auteur, ou toutes les personnes qui sont fans de l'autrice ou de cette série. Si mon humour n'est pas pour vous, je vous conseille de regarder une autre vidéo. Où on se retrouve prochainement pour un livre que vous aussi vous n'avez pas aimé. Mad Majesty. Ce livre a été choisi pour le challenge des paliers sur TikTok. D'ailleurs suivez-moi sur TikTok, Besma et ses livres. Comment vous dire que ce livre n'était vraiment pas une partie de plaisir? Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de post-it. Sachez qu'aucun des post-it n'est positif. On va ouvrir une page au hasard. Waouh! La monarchie absolue avait ses avantages. Je vous laisserai deviner le contexte. Inventez un contexte à ce niveau-là, j'ai envie de vous dire. Avant de s'attaquer aux différents problèmes que ce livre contient, on va regarder et s'attarder un peu sur l'écriture. Commençons par le plus voyant, la plume. On est sur un style qui se voudrait poétique et émotionnel. Mais les techniques qui accompagnent la plume retirent absolument tout ce qu'elle a essayé de construire. Du coup, ça rend le tout lourd. Même si cela est facile à lire, ce n'est pas un compliment. Ce livre est facile à lire parce que la prose ne demande aucune complexité, aucun engagement de la part du lecteur, aucune réflexion. On avale les pages sans vraiment les lire car il n'y a rien qui retient le lecteur, qui accroche l'œil ou la pensée. C'est la définition de l'écriture transparente au mauvais sens du terme. Ajoutons à ça le chaud dentelle. L'un des principes fondamentaux de la fiction, montrer plutôt que dire, est totalement inexistant. Absolument tout est expliqué, réexpliqué, puis une troisième fois confirmé au cas où si tu l'avais pas compris. J'ai mal à la tête! J'ai mal à la tête! Dès le prologue, on nous explique que Damien est en zone de guerre en Asie du Sud-Ouest en 2018. On y reviendra juste après. Et vu que celui-ci est un monarque, il a forcément un nom de code pour le protéger, même si absolument tout le monde le connaît. Juste après qu'on nous ait introduit à ce nom, Madness, on nous explique pourquoi il a un nom de code. Vous le savez, nous savons, c'est d'accord, j'ai saisi le concept. J'aurais pas pu le deviner moi-même. À un autre moment, on nous explique la synesthésie d'Esmé, et juste après elle dit « En effet, je perçois les auras des gens en couleur, chaque nuance révélant des états d'esprit profonds. » Encore. Ça fait beaucoup là, non? Tu viens littéralement d'expliquer qu'un passant a une aura grise. J'avais pas besoin que tu me le reconfirmes. Ne t'inquiète pas. J'ai saisi le concept. Esmé joue la parfaite fiancée, et juste après on a... Aussi surprenant que cela puisse être, Esmé parvient à jouer la fiancée émue. On le voit. On est avec toi. On est dans tes yeux, là, actuellement. On n'est pas sur un livre jeunesse. On n'est pas sur un livre de mécanique quantique. On n'est pas sur un livre de psychologie où t'es obligé de m'expliquer chacune des notions que t'es en train de présenter. On est des adultes. Traitez-nous comme tels. Vos lecteurs sont assez intelligents pour comprendre. Hormis si vous expliquez des notions qui sont complètement abstraites. Le lecteur n'a rien à faire. N'a aucun espace pour ressentir ou réfléchir par soi-même. L'autrice a déjà tout mâché, tout digéré, tout préemballé. Au niveau des descriptions, on a énormément de répétitions aussi. Les yeux verts de Damien, sa pomme d'Adam, les auras qui sont 100% motionnées et jamais utilisées. Bref, on a toujours les mêmes structures, les mêmes descriptions. Comme si entre deux pages, t'allais oublier à quoi ressemblaient les personnages. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le livre paraît facile. Tu pourrais même deviner la structure d'un chapitre avant même de lire le prochain. C'est monotone, répétitif et overtelling. Aussi, le surnom Trésor, qui est répété au moins une centaine de fois. Passons maintenant au dialogue. Ces mêmes dialogues qui sonnent complètement faux avec une irrégularité déconcertante. Les voix des personnages ne feront que changer, et c'est sincèrement perturbant. Tu ne sais jamais vraiment sur quel pied danser. Oui, c'est une monarchie qui est moderne, mais tes personnages ont une éducation. Ils ont un vécu. Ce vécu et cette éducation va forcément influer sur comment tes personnages parle. Mais j'ai l'impression que ça a été oblitéré. Je me retrouve avec des personnages qui sont robotiques. Leurs pics bien trop formulés pour être spontanés. Leurs déclarations qui sont beaucoup trop artificiellement articulées pour sonner vrai. Je me demandais quel personnage on avait en face de nous. Parfois, il parlait avec une vulgarité déconcertante. Puis après, on glisse sur une phrase digne de la monarchie et de son standing. Puis après, on repart sur la vulgarité, sur la familiarité. Si c'était que les dialogues qui étaient inconsistants. Et
et les échanges entre Esme et Damien sont particulièrement concernés par ça. On essaye d'osciller entre Bridgerton et une romance de supermarché, et un peu aussi les manuels de développement personnel. Par moments, on a des descriptions florales et romantiques qui cherchent à émouvoir le lecteur, c'est juste lourd. Puis après, on passe sur de la vulgarité, et après, ça veut faire des discussions qui sont profondes. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Alors que les réflexions se résument à le ciel est bleu et le feu ça brûle. Qu'on me retrouve le même de la fille quand les hommes ont des réflexions que toi t'avais à 11 ans. C'est exactement la vibe des réflexions qu'on a dans ce livre. J'ai la sincère impression que les personnages n'ont été que des noms, des âges, des apparences physiques et des origines. Lors de ma lecture, j'ai remarqué un point. Le manque de description immersive. Pour rendre un livre plus vivant, on profite d'utiliser les sens pour informer le lecteur sur ses alentours. Dans Mad Majesty, c'est pas vraiment ça, quoi. Oh, ça n'a rien à voir, c'est du vent, du bluff. Poudre aux yeux, ça n'existe pas, ça n'a rien de réel, ça n'a aucune importance, c'est pas dans le tableau périodique des éléments. On a affaire à des marionnettes qui interagissent ensemble, sans pour autant avoir de décor. On joue très peu avec les sens, hormis quand c'est pour sentir le parfum de Damien. Ah là, on est là, hein. À cause de ce manque de description immersive, on finit avec des dialogues et un fond, et le fond change quand on te dit qu'il change. Regarde, les marionnettes, elles bougent. Les scènes pourraient se dérouler au même endroit depuis le début du livre, personne n'aurait remarqué. Même les fonds de décor au théâtre, ils font plus d'efforts. Entrons maintenant dans les différents sujets qui font que le livre est bancal, encore pire que l'écriture. Non, 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 non. Oui. Au début, j'avais beaucoup aimé l'idée des tabloïds. Le roman en profite donc pour intercaler des tabloïds avec les chapitres. Le problème, ce qui était censé apporter une dimension satirique et un point de vue extérieur sur l'action, déjà je comprends pas comment Esme, elle est pas du côté de Smith Whittaker, ça j'ai jamais compris, et les tabloïds finissent par simplement caricaturer le personnage de Smith Whittaker et le rendre unidimensionnel. Sauf quand il fallait sortir des choses de son chapeau, ou faire un time skip. C'est vraiment le seul moment où ça nous a surpris. Pourquoi ? Parce que même nous, on n'était pas au courant. Sinon, c'est simplement quelque chose qui répète ce que t'as déjà vu, en disant « Ah ah, regardez, ils sont riches. On est contre les riches. » Oui, à bas le capitalisme, merci. I just love the taste of nothing. Là, on va parler d'un point, je ne sais même pas comment un éditeur, un proofreader, un correcteur a lu ce livre et s'est dit « Perfect. Everything, down to the last minute details. Il y a des choses qui sont dites et qui ne sont jamais rementionnées. Il y a des fusils de Tchekhov, ils sont là, mais ils sont juste là. Comme si on avait jeté des billes et on avait rattrapé 3 billes sur toutes les billes qu'on a achetées. Surtout qu'il y a des choses qui sont essentielles aux personnages. C'est des traits qu'on leur a donnés et qui ne sont pas utilisés. Par exemple, la surdité partielle de Damien. C'est mentionné dans les premiers chapitres, dans le chapitre 1 pour être exact, et c'est jamais rementionné après. Oh, ça n'a rien à voir, c'est du vent, du bluff. Poudre aux yeux, ça n'existe pas, ça n'a rien de réel, ça n'a aucune importance, c'est pas dans le tableau périodique des éléments. Dans le prologue, Damien se fait complètement déchiqueter son genou. Pourquoi la douleur n'est là que pour le plot. Le boug a littéralement dit que son genou n'était plus qu'un amas d'os et de chair. Alors, excusez-moi, hein, mais pour que ton genou en arrive là, c'est que tu n'as plus de genou. Alors pourquoi ? J'ai l'impression que c'est occasionnel, le fait qu'il ait mal au genou. Ce n'est pas seulement occasionnel pour te rappeler le fait qu'il avait un passé. C'est un vrai problème au quotidien d'avoir un genou dans cet état. Le repas / dîner qu'Esme devait avoir avec Éléonore. Jamais arrivé. Le fait que Esme continue de travailler au refuge. Une condition qu'elle a exigée. Est-ce que c'est rementionné ? Non. Une autre condition du contrat qui est partie en 3 minutes, les chambres séparées. Madame Faro, notre très chère Madame Faro, qui avait une aura qui était vacillante. On sait pas ce qu'elle est devenue. Elle est là. Elle est là, vraiment des props, hein. Des NPC. Il y en a tellement plein d'autres de fusils de Tchekhov ou sous-plots qu'on n'utilise pas. En parlant d'inconsistance. La synesthésie d'Esme, ou bien plus communément appelée la faculté à avoir des indices sur les intentions des gens, mais être tellement débile comme ses pieds qu'on les oublie, on les ignore. Tout au long du livre, on nous bassine avec cette faculté. Oui, je peux voir les auras, elle a une aura jaune, rouge, verte, carambar. Elle ne l'utilise pas. Voire même, parfois t'as l'impression qu'elle ne les voit plus. Elle se retrouve face à des gens, et au lieu de voir l'aura autour de cette personne et de se dire « Ah, cette personne m'est inconnue, du coup ses intentions, je peux les distinguer. » Mais après, même quand elle la voit, elle l'utilise pas.
Elle a un pouvoir qui lui permet de savoir ce que la personne au plus profond d'elle-même ressent. Elle a un peu un indicateur qui lui explique « Ah mais cette personne elle est pas gentille. Ah mais cette personne elle est gentille. » Alors pourquoi parfois elle fait totalement confiance à son radar et quand c'est convenient to the plot, ah bah non, ah non non, ah non moi mon pouvoir il est pas efficace. Le seul moment où on doute de son pouvoir c'est quand ça concerne Damien ou Matthew. Quand c'est convenient to the plot, on fait comme si le pouvoir ne fonctionnait pas. Mais quand ça concerne d'autres personnes, il est 100% fiable. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Elle lit Madame Farrow sans aucun problème. Autour d'elle, je perçois son aura qui vacille, signe de sa fatigue physique. Elle fait confiance à l'aura d'une inconnue sans hésitation. Je devine immédiatement qu'elle est sincère. Son aura ne ment pas. Chapitre 4. Hein. Puis après, elle doute de son interprétation lors du serment de mariage. Son interprétation. Son interprétation, avec qui les inconnus c'est ok, mais quand c'est pour Damien, je ne peux m'empêcher de penser combien il est doué pour faire semblant. Ou sincère, point d'interrogation. Remise en question directe et explicite quand il s'agit de Matthew. Bizarrement, c'est que sur ces deux personnages que Laura a un problème. Hein. Autour de lui, son aura vacille légèrement, mais je refuse de m'attarder sur ce détail. Ça, c'est un truc qu'elle a remarqué depuis qu'elle a rencontré Matthew. Il a un problème avec son aura, et là elle veut faire genre elle est dans le déni. T'es dans le déni depuis le début, ma chérie. Le médecin a dit qu'il allait bien, c'est le plus important. Et puis peut-être que ma synesthésie débloque. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Après tout, je ne suis pas infaillible. Il n'y a qu'à voir avec Damien. Son aura me dit qu'il est sincère. Pourtant, ses actions sont en totale contradiction avec ses émotions. Use your brain. Use your brain. Use your brain. The thing in your head. Use it. Ici, on veut nous faire croire qu'elle est dans le déni, que ce soit pour Matthew ou pour Damien. Sauf que ça ne marche pas. Pourquoi ta synesthésie n'est faillible que sur Matthew et Damien? Matthew, je peux comprendre encore parce que tu veux pas croire qu'il est malade et qu'il va mourir. Ok d'accord, même si on aurait pu le faire de 5000 milliards de façons différentes au lieu de remettre en question ton pouvoir qui n'a pas été faillible jusque-là. Mais Damien, hormis pour dire « Ah mais je comprends pas pourquoi il agit comme ça et tout avec moi. » Par pitié, arrête de faire la débile. Depuis qu'elle a 12 ans, elle a son pouvoir et ça ne lui a jamais posé problème. Je comprends pas. Je pourrais le poser de 1000 milliards de façons différentes. Hormis pour dire que ça arrange le plot, que ça soit fait comme ça, on a vraiment des incohérences de regard aussi. Je sais pas comment clairement l'expliquer, mais à certains moments, ça dit « Elle voit son aura, puis après, elle lève sa tête pour le regarder. » Donc comment tu peux voir quelque chose que tu regardes pas? C'est aussi arrivé la fois où sa sœur a reçu la lettre pour l'invitation à la garden party et elle fait genre qu'elle est concentrée dans son livre et qu'elle ne fait pas attention à sa sœur et au fait qu'elle va être invitée à la garden party parce qu'elle est différente. Elle est concentrée sur son livre, elle voit sa sœur sautiller, grimacer et seulement quand elle entend son prénom, c'est là qu'elle lève la tête. I just love the taste of nothing. Esme promet solennellement qu'elle va dire à Damien qu'elle voit les auras. Mais même ce moment, on l'a pas eu parce que Damien l'a découvert après un dossier médical piraté. Là, on va passer sur un sujet. J'ai les poils qui s'hérissent, tellement ça m'a saoulée. Ouais, ma voix, elle est en train de partir là. Calculez pas. Mais ça, c'est dans n'importe quel livre. Ça veut dire que ce n'est pas propre à Mad Majesty ou même à Dark Majesty, mais ça, on en reviendra quand on sera sur la vidéo. Il n'y a pas un moment où je vois ça dans un livre et je me dis « Oh, c'est hot, oh mon dieu, l'armée, tout ça, tout ça. » Au début, je vous ai parlé d'une zone de guerre en Asie du Sud-Ouest, a.k.a. le Moyen-Orient. Notez bien qu'on ne dit pas Moyen-Orient, mais on dira Moyen-Orient pour qualifier Ismaël quand c'est un prince d'Arabie, quand c'est exotique. Notez bien la différence qui est 100% intentionnelle. Comme si on voudrait dissocier les deux, un qui est exotique, sur lequel on peut fantasmer, et l'autre qui n'est que zone de guerre, de conflit, de problèmes et de barbarie, parce que les Arabes ils savent pas se contrôler en fait. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Disons-le clairement, Damien est chez les Arabes pour faire la guerre. En 2018, dans cette zone-là, il y a plusieurs conflits. L'Afghanistan, l'Irak, la Syrie, le Yémen. Pick a fight, at this point. Comme l'invasion et l'impérialisme, c'est sexy maintenant. Donc déjà, moi j'ai une question. Pourquoi est-ce qu'il est là-bas? À ce que je sache, le Royaume-Uni n'est pas en guerre. Le Royaume-Uni n'est absolument pas en Asie du Sud-Ouest. Donc qu'est-ce que Damien, le prince héritier, fait là-bas? J'attends, hein. Où est-ce qu'il est exactement? On ne sait pas non plus parce que c'est qualifié comme étant une contrée reculée d'Asie du Sud-Ouest. Comme on peut être flou quand on parle de guerre et d'invasion et d'impérialisme, comme la guerre c'est un esthétisme, comme ça on peut lui donner des PTSD, des traumas et on lui donne une personnalité. Et devinez quoi?
parce que ça serait pas marrant sinon. Tout ce qu'il a vécu, et les séquelles physiques et psychologiques, sont aussi un fond de décor. Ses frères d'armes qu'il a perdus lors d'une embuscade. Parce que oui, eux, ils se font embusquer alors qu'ils sont dans le pays des gens. Oh, choubidou. J'ai aucune peine. Et vous voulez savoir pourquoi ce pauvre chouchou est parti à l'armée? Pour s'évader. Damien est entré à l'armée parce qu'il n'était pas compatible pour une transplantation de moelle osseuse pour son petit frère. Et du coup, la nouvelle et l'impossibilité de protéger son petit frère de problèmes, au lieu de financer des recherches avec tout l'argent qu'il a, au lieu d'aller dans sa maison à Belfast que lui-même qualifie d'endroit reculé et qui lui permettent de s'évader, il s'enrôle à l'armée pour aller tuer des gens. C'est sexy l'impérialisme, c'est sexy l'invasion de territoire. Je vous déteste. Pour le coup, j'en ai vraiment rien à faire de ces traumatismes. C'est le prix que tu as à payer toute ta vie parce que tu es parti dans un pays qui ne te concerne pas pour tuer des gens et détruire des civilisations au nom d'une moralité et du bien que tu défends. Je déteste la glamourisation de l'impérialisme. Esme, qui déteste la monarchie et tout ce qu'elle représente, vous savez comment elle qualifie ce moment passé comme quelqu'un qui a défendu son pays? Son pays de quoi? Défendu son pays de quoi? De qui? Tu me parles? Il y a un continent et des mers qui vous séparent. De quoi tu me parles? Les gens qui veulent trop présenter l'armée des pays oppresseurs comme quelque chose de moral et de bien et de cool, je vous vois en bizarre. Arrêtez de vouloir rendre l'invasion de continent hot parce que c'est juste à vomir. Vous pensez que c'était fini? Ce n'est que le début. No, 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 no. Wait. On est censé avoir une hate-to-love relationship entre Esme et Damien. Le genre hate-to-love repose sur un principe fondamental. Deux personnages dont la résilience est réelle et dont la capitulation émotionnelle est d'autant plus satisfaisante qu'on est cru à la haine. Mais ici, on n'y croit jamais. Le même schéma se répète en boucle sur tout le roman. Esme déteste Damien, il est gentil, il est beau, il est nonchalant. Elles font. Il redevient odieux, elle le déteste, il est gentil de nouveau, et elles refont. Tous les 2 chapitres, il se passe la même chose. Un vrai ping-pong entre les deux personnages. Et ce problème est littéralement visible dès le début avec Esme. Elle insulte Damien tout en notant le mouvement de sa pomme d'Adam. Elle prétend le détester tout en regardant sa mâchoire, en regardant ses mains, ses cicatrices, qu'elle trouve séduisante, sa cicatrice d'ailleurs, dès les premières scènes. Sa résistance n'existe pas. Et pareil pour Damien. On a une contradiction intérieure de la part des narrateurs eux-mêmes. Le hate to love, où est-il? Chaque retrait de Damien est présenté comme une blessure émotionnelle chez Esme, ce qui présuppose un attachement déjà présent avant même que le roman ne le justifie lui-même. On nous demande de souffrir d'une relation avec un homme qu'elle est censée détester. Depuis quand on est censé être en peine quand quelqu'un que tu détestes ne t'aime pas? On a parlé de leur relation. On a parlé de tout ce qui constitue ce livre pour qu'il soit bancal. Là, on va parler des personnages. Rien ne va. Commençons avec Esme. Esme est présentée avec une idéologie articulée. Elle déteste la monarchie. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Go girl, eat the rich, abat le capitalisme ». Mais quelle déception! Elle dit même que la monarchie est complètement déconnectée et elle critique absolument tout ce qu'elle représente. Elle refuse d'être impressionnée par les titres, vraiment l'archétype basique d'une personne qui n'aime pas la monarchie, le capitalisme, l'injustice entre les pauvres et les riches, et c'est répété plusieurs fois, pas une fois, pas 2 fois, vraiment tout au long du livre, jusqu'à ce que elle emménage au palais. Tout ce qui la dégoûtait de la monarchie, les privilèges, les vêtements qui coûtent mais 15 000 fois trop cher, le manque de modestie, le manque de connexion avec le peuple parce qu'elle est censée être une fille du peuple, bah tout ça c'est oublié à partir du moment où elle passe les portes du palais. Et une fille qui n'a pas d'éducation noble, une fille qui n'a aucune connaissance de la monarchie et de ses codes et de ses étiquettes, en quelques semaines, elle maîtrise tous les protocoles, elle va faire des voyages diplomatiques et absolument tout le monde va tomber sous son charme. Elle fait des conférences de presse professionnelles sans aucun encombre. Pas un mot plus haut que l'autre. Une confiance totale en son manque de connaissance de la monarchie. Elle formule des projets de loi qui sont totalement cohérents. Aucun problème, aucun accroc. Elle apprend le gallois, l'espagnol, les droits constitutionnels, l'étiquette. Elle porte des diadèmes et des vêtements à des milliers de livres sterling, sans que tout ça ne s'oppose à ce qu'elle croit de base. C'est complètement naturel le fait qu'elle soit noble. Mais le naturel
ne remplace pas la formation diplomatique. Ophélia, sa sœur, s'y est préparée toute sa vie. Et pourtant, elle est décrite comme étant trop rigide. Mais Esmée, c'est naturel. La logique implicite que le roman essaye de nous expliquer, c'est que la formation est un handicap et l'ignorance un atout. Il n'y a pas un seul moment où elle réconcilie ses valeurs à son nouveau statut. Elle adopte simplement les codes qu'elle critiquait et le roman appelle ça du développement. Et aussi, à la fin, son projet de loi, un projet de loi auquel elle n'a absolument pas participé, elle l'a juste présenté. Et Damien, il a dit « Waouh, ton projet de loi est impeccable, parce que ici tout est parfait, il n'y a aucun problème. » Et c'est lui qui a fait toutes les démarches. Et ce projet de loi est adopté parce que she cares about her people. Ajoutons à tout ça que plus le temps passe, plus elle perd des facultés cognitives. Tout à l'heure, j'ai parlé des incohérences de regard, maintenant je vais vous parler des incohérences informationnelles. Esmée, qui n'en a rien à faire de la monarchie, qui est invitée à la garden party à laquelle elle ne voulait pas participer, sa mère l'a forcée à participer. Je me demande encore aujourd'hui comment celle-ci connaissait le nombre d'invités présents. Il y a aussi un problème relationnel avec sa mère et sa sœur. C'est-à-dire que sa sœur ne lui parle plus parce qu'elle est fiancée maintenant à Damien, elle s'est rendue compte qu'elle lui avait menti, blablabla. Et d'un coup, sa mère s'intéresse à elle parce qu'elle va se marier au roi. Donc les mommy issues, je ne sais pas d'où elles sortent, parce qu'elle n'était pas présente avant que d'un coup sa mère s'intéresse à elle. On n'a pas eu de moment réel où elle avait un conflit entre détester la façon dont sa mère la traite et aimer sa mère. Le conflit avec Ophélie se résout tout seul. Jamais aucune discussion par rapport à ça. Et d'un coup, elles sont de nouveau sœurs. Ça n'a rien à voir, c'est du vent, du bluff. Poudre aux yeux, ça n'existe pas, ça n'a rien de réel, ça n'a aucune importance, c'est pas dans le tableau périodique des éléments. Maintenant parlons de Damien. Damien a un PTSD, des séquelles physiques sévères et un syndrome du survivant qui dure depuis maintenant plus de 5 ans. C'est un arc sérieux, mais qui est traité avec légèreté, pour faire place à la romance. Le PTSD est un accessoire romantique qui rend Damien mystérieux, un homme torturé qui ne veut pas parler de ses sentiments. Ça explique son mauvais caractère, ça justifie ses retraites, mais il n'évolue pas. Sa résolution est expédiée en quelques phrases dans l'épilogue. Il va voir quelqu'un pour traiter 5 ans de trauma sévère. Une thérapie annoncée, jamais vue. C'est un arc qui est fermé, mais jamais vraiment résolu. Le genou de Damien qui est inconsistant à souhait. Sa surdité aussi, qui est mentionnée une fois, qui n'est jamais remise sur le plateau. Ça a simplement été ajouté comme une couche à ses traumatismes accessoires. Dashiell et Maloney, ses frères d'armes qui sont morts dès le prologue, et qu'on a oublié pendant une très grosse partie du roman, pour après revenir à la fin en mode Deus ex machina. Ils existent simplement pour créer de la culpabilité chez Damien, pas pour être des vraies présences narratives. Le retournement de situation qui explique que Whittaker est en réalité le frère de Maloney. On a vraiment sorti des choses du chapeau, et on a dit Perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. Et ça, c'est vraiment quelque chose, j'arrive pas avec les romances, c'est que des fois, il y a des gens, ils sont juste méchants pour être méchants. Il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'avoir de raison pour être méchant. On aurait grave pu avoir un Smith Taker, c'est un hater, et c'est juste un hater. Juste, il déteste la famille royale. Vous n'avez pas besoin de faire des personnages qui ont un passé torturé qui est en lien avec les personnages principaux, qui ont une haine justifiée. Non, des fois, il y a des gens, juste, ils détestent. Et moi, je pensais que Smith Taker, c'était un bouc, genre juste, il détestait la monarchie et la famille royale. Moi, j'aurais dit, ouais, go, eat the rich. Mais en fait, non, parce que son frère, il est mort dans l'embuscade avec le roi Damien. Bah, du coup, c'est de sa faute à lui. Ah, parce que c'est Damien qui a forcé ton ref à aller à l'armée. Parce que c'est Damien qui lui a mis son nom sur le formulaire. Parce que c'est Damien qui a pris ton frère par le col et qui l'a jeté au Moyen-Orient. Ah non, pardon, en Asie du Sud-Ouest. C'est de sa faute à lui que ton frère est mort là-bas. Ok. Là, on a autre chose qui est problématique. C'est la construction et le développement du plot. Le retournement final, Damien avait un plan secret pour abdiquer en faveur d'Éléonore, parce qu'il ne voulait pas être roi. Mais en réalité, si tu veux être roi ou couronner reine, il faut obligatoirement te marier. Du coup, son but, c'était d'abroger cette loi qu'il trouve complètement inutile, puis après, d'abdiquer et donner le trône à Éléonore. On a deux petits problèmes qui se présentent. Ça contredit l'obligation de Damien au chapitre 3 qui se retrouve dos au mur. Sinon, ça serait son frère Matthew qui devrait prendre le trône. Mais son plan d'abdiquer, il est toujours là. Alors qu'il sait que ça peut retomber sur Matthew, parce que c'est le garçon des jumeaux,
même s'il est malade. Du coup, c'est pour ça qu'il porte la couronne, mais pourquoi son plan continue quand même? À moins que on ait un problème qui soit résolu. C'est que Matthew meurt. Et est mort. Je ne comprends pas pourquoi il avait l'intention quand même d'abdiquer, parce qu'il a continué son plan, même si Matthew ne comptait pas encore mourir. Personne n'était au courant que Matthew avait une santé qui déclinait 100%, sauf Esme, qui voyait son aura vaciller. Est-ce qu'il y a eu un plan pour essayer de sauver Matthew? Non. Du coup, il est mort. Un problème en moins. Maintenant, comment on fait pour abdiquer? Du coup, faut vraiment que tu sois couronné, d'abord. Il va vraiment devoir se marier à Esme. Ils se sont mariés, et d'un coup, il y a un scandale qui apparaît. Dès le début, Damien a lancé une enquête sur Esme, pour avoir toutes les informations possibles et imaginables sur cette femme. Mais il y avait une information que ce jeune homme n'avait pas. Mais c'est sa mère, la reine consort Marie, qui va trouver le vrai problème. Le mariage blanc d'Esme. Et elle va donner cette information à Smith Whittaker. Et c'est lui qui va balancer au grand jour qu'Esme allait se marier avec un sans-papier pour que celui-ci ait les papiers alors qu'elle était à l'université. Et en plus de ça, il n'était jamais mentionné. Et pourquoi c'est la reine consort Marie qui a sorti cette information et non Damien pour enfin abdiquer? En fait, il est tombé amoureux d'Esme. Et du coup, cette omission, ou ces omissions, permettent simplement d'avoir un grand dénouement, même si celui-ci est complètement tiré par les cheveux et n'a en réalité pas vraiment de logique. D'ailleurs, même la reine Marie, la fameuse, l'antagoniste principale, et bah elle aussi, elle a son redemption arc. Après que t'apprends que elle s'est mariée au roi, non pas par amour, mais par obligation, parce qu'en réalité elle est amoureuse de Desmond, ce même Desmond qui est décrit comme étant un lèche-botte et un petit chien de la reine Marie. En fait, il semble que t'as un peu de peine pour la reine Marie parce qu'elle a pas eu son histoire d'amour et elle a pas fini avec l'homme qu'elle aime. On peut garder les méchants méchants, genre je comprends c'est une romance, hein, mais tout le monde ne devient pas gentil parce que, oh mon dieu, on doit tous finir heureux et main dans la main. Non, il y a des méchants, ils restent méchants. On n'est pas dans un conte de fées. Tant que les deux ils finissent ensemble, allez, tu peux faire des méchants sur le côté, ça va aller. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se résout par magie, en plus de tout ce plot qui est vraiment tiré par les cheveux lors de son projet de loi. Esme et Damien ont rencontré un petit problème, avec un certain Spencer Macmillan, el famoso Premier ministre. Il est caractérisé comme étant un obstacle à ses projets de loi, parce qu'il ne veut pas que cela change. Il est 100% hostile à Esme et très proche de la reine-mère. Pourtant, c'est ce même homme qui va présenter à la fin les projets de loi à la télévision. Magie et vos idées ont du génie. Comme on est une soupe et un bouillon, chaque obstacle disparaît en un claquement de doigts. Et pour couronner le tout, littéralement, le couronnement. L'événement, l'enjeu principal de ce livre n'a même pas une scène. C'est-à-dire qu'on apprend le couronnement, le moment, l'instant qu'on attendait depuis le début, parce que normalement, ça aurait dû être le pic de tout ce livre, parce que c'est littéralement pour ça qu'on l'a forcé à se marier, parce que son père est mort, et vu que c'était le prince héritier, il devait finir couronné. On a eu un tabloïd de Smith Whittaker qui parlait du couronnement, et ensuite, on a eu l'épilogue. 400 pages pour un événement qui n'a même pas lieu dans le livre. J'ai mal à la tête! J'ai mal à la tête! Après toute cette négativité, il faut vraiment que je parle des deux choses qui ont fonctionné dans le livre. Matthew et la relation entre Esme et son papa. Ce sont vraiment les deux seules choses qui m'ont fait ressentir lors de ma lecture. Et bizarrement, c'est sur les deux personnages qui ne sont absolument pas présents. Malheureusement, Mad Majesty est un livre qui n'a même pas confiance en ses propres idées. Il surexplique ce qui devrait être suggéré, il abandonne ce qu'il devait conclure, il contredit ce qu'il affirme, et il résout par décret ce qu'il devait travailler. Ses personnages sont définis par ce qu'on dit et pas vraiment par ce qu'ils font. Sa relation centrale n'évolue pas mais elle oscille, et son sujet le plus sérieux, les traumas de guerre, sont traités comme si c'était quelque chose de léger. Son héroïne adopte complètement les codes d'une monarchie qu'elle critiquait, sans jamais vraiment traverser une transformation idéologique. Son écriture est répétitive, surexplicative, obsédée par les pommes d'Adam et les yeux verts. Ouais, ça c'était dingue quand même. Finit par épuiser la patience avant même la dernière page. Les ingrédients pour un meilleur livre étaient là, mais ils n'ont simplement pas été utilisés. C'était tout pour cette vidéo. Est-ce que vous avez lu Mad Majesty? Si oui, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas de like, de vous abonner et de partager. Bisous mes amours, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!